Ce podcast, nommé Valabête, a été réalisé avec Angelo, Amandine, Amina, Candice, Shaima, Clara R, Clara S, Elena, Jeudi, Clara V, Léna, Lilou, Louane, Orlan, Stella, Sekouba, Tissem et Tiana, de seconde pro 2 ASSP du lycée Bouvet à Romans-sur-Isère en 2023. Raconte-moi ta vie est une résidence d'éducation artistique et culturelle imaginée par Auteurs Solidaires. Elle est coordonnée par Lux, Scène nationale de Valence, grâce au soutien de la DRAC, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du rectorat de l'Académie de Grenoble et de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Avec le partenariat de la SACD, de la SACEM, de la Total Energy Foundation et de la MACD. Auteur, texte et podcast, Bertrand Boulanger. Avec la complicité de Laura Lantez, la super prof de français. Enregistré, monté, mixé et mis en ambiance par Hélène Marseille. Mise en scène et en jeu par Sandrine Fureur, avec la complicité de Valérie Atto, la super prof de sport. Avec la participation de Nicolas Poncé, Michel Mandel et d'Yves Gerbelot pour la musique, sans oublier l'extrait d'Expérience de Ludovico Einaudi. Merci à Camille Chigné de Lux pour la coordination et un spécial bravo pour la précieuse participation autant physique que mentale des professeurs tout au long de l'aventure, ainsi qu'aux élèves pour leur confiance vertigineuse. Prologue. Tout le monde est prêt ? Attention, silence au plateau. Moteur, ça tourne. Cher journal, nous sommes aujourd'hui le 13 décembre 2022 et pour te raconter mon histoire, il faut que je remonte un peu dans le temps pour que tu comprennes. Mais avant, il vaut mieux que tu saches tout de suite que je suis Pascal Oman. Ça veut dire que j'ai plein de voix qui se mélangent dans ma tête, mais aussi dans ma bouche. J'ai été soigné pour ça, par un magicien dans un hôpital un peu particulier. Et maintenant, je fais avec, et j'en rigole. Alors voilà, ne t'étonne pas si ma voix, au cours de l'histoire, elle change. Bon, déjà, tu peux te demander ce qu'on fait dans un bus. C'est simple, cette histoire, elle a été créée à l'intérieur, sur le trajet du bahut. Parce que c'est long, parce qu'on s'ennuie, du lundi au vendredi, sous le soleil ou sous la pluie. Qui a rien à voir, vraiment terrible. Par la fenêtre de la ligne 8, on quitte notre village, on traverse la zone industrielle, on passe devant l'hôpital, la zone pavillonnaire, pavillonnaire, accroché dans le centre, et on arrive au lycée, juste avant l'heure de la sonnerie. À l'époque où c'était mon papy qui conduisait le bus, on ne s'ennuyait jamais, mais vraiment jamais, je vous jure. Et vous savez pourquoi ? Parce que Papy Jack, ouais, ça se dit à l'américaine, avec un K à la fin. Moi c'est Pascal, avec un K au milieu. C'est de famille, on est des K. Toujours est-il que lui, il laissait son micro allumé, et qu'il avait toujours des histoires incroyables à nous raconter. Des histoires qu'il inventait au cours de route, juste pour nous embellir la vie pendant le trajet. Voilà, maintenant c'est à mon tour d'en raconter, tout simplement. Et Valérie et Romane, elles m'aident vachement à les écrire. Allez, en route. Tiens, je vais commencer par celle-là, parce qu'il y a une histoire de bus dedans. Chapitre 1. Elle s'appelle Le Taj Malade. Cher journal, nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2017, en repos après une semaine d'aide humanitaire dans l'association Mère Teresa à Calcutta. Nous avons décidé d'aller visiter le Taj Mahal.
Roman et moi avons donc réservé un trajet en bus Grand Tourisme. Arrivés à destination, nous avons appris par notre guide que ce que nous prenions pour un château était en fait un mausolée. La honte qu'on a eue devant tout le monde. Tu sais ce que c'est un mausolée, toi ? En fait, c'est un lieu où est enterré quelqu'un. Le Taj Mahal est une immense tombe. Construite par un empereur pour sa femme bien-aimée. Faut reconnaître que c'est magnifique, entièrement blanc, sculpté en marbre, en courbe, en ligne épurée. C'est calme aussi. Tout le monde respecte le lieu. Et alors qu'on avançait en silence dans les allées du jardin, on retrouve 2 femmes qui étaient avec nous dans le bus. Elles sont là, assises sur un banc. Et c'est pas vraiment la fête. Il y en a une qui a les yeux rouges d'avoir trop pleuré, et l'autre qui a les yeux bleus, qui la console comme elle peut. On s'arrête. Le banc est blanc, le banc est grand, on s'assoit. Elle parle français, on discute. Infirmières militaires qu'elles sont, Marie et Julie qu'elles s'appellent. Marie vient d'apprendre que son fils Lucas, qui vient d'avoir 5 ans, a été emmené aux urgences la veille par son mari et qu'ils lui ont trouvé un truc craignos, du genre tumeur. Leur histoire maintenant, c'est de rentrer le plus vite possible. À la fin de notre journée passée ensemble, nous tombons sur une scène très intrigante. Un groupe de personnes se tape sur les cuisses, puis dans les mains, en disant Pas la bête, pas la bête. Pas la bête, pas la bête. Nous demandons alors de quoi il s'agit. Et on nous répond en anglais que c'est une prière de guérison et d'espoir hindou. Nous décidons alors d'en faire notre hymne de vie. Nous repartons avec le bus. Marie et Julie nous proposent de nous revoir pour la dernière soirée en Inde et nous leur disons que nous aussi nous reprenons l'avion demain pour retrouver notre travail dans le petit hôpital français nommé Seynorth, spécialisé dans les traitements innovants situé dans la ville d'Issoumana. Oui, nous revoilà dans le bus, mais en France, sur la ligne 8. Et cette fois-ci, on descend à l'arrêt de l'hôpital. J'ai rendez-vous. C'est qui? C'est moi, Pascal. Entre. Comment ça va aujourd'hui, Papy Jack ? Et ça ira mieux quand on sera dehors. Allez, pousse ma chaise à roulettes et raconte-moi, avec la voix que tu veux. Ok, bon. Aujourd'hui, l'histoire, elle s'appelle Rugby Story. Et je suis Pascal Léo. Chapitre 2. Un samedi, il y a quelques années, Mathéo, un grand brun musclé avec des grands yeux noisettes, participe à un match de rugby. Pendant son match, le temps change brusquement et vire à l'orage. Le terrain ressemble de plus en plus à une éponge géante et des flashs de lumière déchirent le ciel au loin. Mais le jeu continue, malgré tout, et l'orage s'approche encore. Et encore, un peu comme s'il voulait suivre le match de plus près. Puis tout d'un coup, un éclair surgit et vient finir sa course sur le poteau, à quelques mètres de Mathéo, qui en fut immédiatement plaqué au sol. C'est à peine croyable. Lui qui avait réussi à parer tous les plaquages de l'équipe adverse et était arrivé à 2 doigts du but pour marquer un essai décisif. Son entraîneur, déboussolé, appela les pompiers aussi secs, et une quinzaine de minutes plus tard, il fut emmené à l'hôpital. Fort heureusement, après quelques longues semaines de soins intensifs, il se rétablit presque complètement et gagna son ticket de sortie de la chambre 216, comme on dit à Seynorth. Et c'est en descendant de sa chambre qu'il croisa le sourire ensoleillé d'une demoiselle en blouse blanche. Ce sourire, il le connaissait. Avec cette fille, il avait déjà eu un petit crush à l'école, il y a bien longtemps. Ellie, son Ellie,
celle à qui il tirait les couettes pour qu'elle le regarde. Cette rencontre lui fit un tel choc que ça lui coupa le souffle. Il eut subitement l'impression de faire un saut en parachute, mais en arrière, à travers les années de sa vie, comme s'il était aspiré et que son cœur se mettait subitement à battre à reculons. Ça le déstabilisa très très profondément. Faut dire que sa vie actuelle n'est pas vraiment toute rose. Son patron, par exemple, qui est du genre humiliant, eh bien, il pousse tout son petit personnel dans les limites de l'admissible. Et Matteo, en vrai, il souhaite au plus vite quitter son job, car il ne la supporte plus. L'injustice. Son accident et son arrêt de travail vont sans doute l'aider à franchir le pas. Et puis, il y a un autre truc à savoir aussi, que son histoire d'amour avec Eden, elle bat de plus en plus de l'aile, et que le couple Madden, pour reprendre l'image du bus, on peut dire qu'elle est arrivée au terminus. Comment sait-on tout ça ? Eh bien, le Matteo en question, il a beau être grand et musclé, ça ne l'empêche pas d'avoir un mal de chien à trouver le sommeil. Et même parfois, il craque. Comme ça, au beau milieu de la nuit. Et il pleure. La tête la première au fond de son oreiller pour ne pas que ça s'entende. Mais son chagrin passe à travers les murs. Et comme de toute façon, il ne supporte pas qu'on ferme la porte de sa chambre, eh bien, nous, on l'entend. Et quand on peut, évidemment, s'il n'y a aucune urgence qui débarque dans la nuit et que les autres patients dorment à point fermé, oui, on peut venir à son chevet. Même juste quelques minutes, et parler, entendre, consoler, donner du soin, quoi. Ça fait partie de notre métier. Ou alors, j'ai rien compris à notre mission. Et puis, Eden aussi, on l'a vu qui venait lui rendre visite. Et on a vite compris que c'était fini entre eux. Ça se lit dans les yeux, ce genre de choses. Mais est-ce possible de quitter complètement quelqu'un ? Enfin, quelqu'un qui va mal, qui va vraiment mal, je veux dire. Je veux dire... Ironie du sort. Plusieurs jours après la sortie de Matteo, Eden a découvert qu'elle avait un cancer du sein. Et ça fait 3 semaines qu'elle est à l'hôpital. Rapidement détectée, elle va pouvoir s'en sortir. Donc, côté santé, rien n'est foutu. Et côté cœur, depuis peu, Eden a un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, Stéphanie qu'elle s'appelle. Elle passe tous les jours et ça lui apporte un énorme soutien. Autre ironie du sort. Ellie, l'infirmière qui s'occupe d'Eden en ce moment, la même Ellie qui s'était occupée de Matteo, l'infirmière petit crèche d'avant. Eh bien, elle est retombée sous le charme du Matteo d'aujourd'hui. Et c'est justement alors qu'elle était en train de réconforter Eden qu'elle le voit apparaître dans le couloir. Et ça lui fait comme des papillons dans son ventre. Après le travail, Matteo et Ellie refont connaissance, redeviennent proches et au bout d'un mois se rendent à l'évidence. L'amour est entré, l'amour est entre eux. Cela n'empêche pas Matteo d'aller rendre visite à Eden le plus souvent possible et même de rencontrer Stéphanie dans la chambre. On les a vus discuter longuement à côté de l'ascenseur et c'était beau à voir, cette suite d'amour heureux à travers les brancards. Hey, tu sais quoi ? Eden et Stéphanie, elles ouvriront ensemble un bar à concert et resteront amoureuses tout au long de leur vie. De leur côté, Ellie et Matteo se mettront en couple. Un petit garçon nommé Arlo naîtra de leur union. Tu veux connaître la suite ? Pas la bête, pas la bête. 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 Je suis Pascal Calari. Et cette histoire s'appelle Lucas de force majeure. Chapitre 3.
Revenons à aujourd'hui. Marie, une infirmière militaire de 50 ans, arrive à l'hôpital. Elle débarque tout juste d'une mission courte au Tchad. Elle vient voir son petit-fils, atteint d'une tumeur au cerveau. Ça fait maintenant 6 mois qu'il est à Sainte-Nord, dans la chambre 444. Attends, je la vois pas bien. Elle ressemble à quoi exactement, cette Marie? Déjà, ne l'imagine pas habillée en kaki. Elle a pris le temps de se changer quand même. Son pull est jaune, son jean est beige. Elle porte un chignon grisonnant. Et ses yeux, ils sont verts, mais pas vert cassé. Non, plutôt vert olive, lumineux, mais inquiet. Alors tu la vois mieux maintenant, papy? Ah oui, c'est mieux. Continue. Bon, il est 8h moins 10. Il y a la rendez-vous avec la nouvelle infirmière qui s'occupe de petit Lucas. Elle attend, patiemment. Et là, qui voit-elle apparaître? Une ancienne collègue et amie, Julie qu'elle s'appelle. Elle a 49 ans, les cheveux courts sur son calot blanc. Son visage, qui affiche quelques nuits de retard au compteur, s'illumine tout à coup, à la vue de Marie. Elles ont quand même travaillé 20 ans ensemble au même endroit, au service de réanimation, à l'hôpital d'instruction des armées. Ça crée des liens. Lucas dort encore. Elle parle de lui, évidemment. Et puis, elle glisse sur leur mission. Les bons souvenirs, les désastreux, les sauvetages improbables, les sauvetages ratés. Marie vient de prendre sa retraite, le temps de s'occuper de son petit-fils. Elle vient presque tous les jours le voir. Et entre eux, petit à petit, une belle complicité a réussi à s'installer. Il faut savoir qu'il y a eu de la rééducation pendant 3 ans, tout ça parce que l'opération a endommagé la partie du cerveau qui touche à la zone du langage. Il n'arrivait donc plus à Raconter sa vie comme il le voudrait. Mais rassurez-vous, Lucas, qui a 5 ans au début de sa maladie, retrouvera la parole par la suite. En parlant de ça, veux-tu connaître la suite? Pas la bête, pas la bête. 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 Je suis Pascal Oman. et cette histoire s'appelle Cinémaquillage. Chapitre 4. Cher journal, aujourd'hui nous avons trouvé un carnet dans le couloir. En l'ouvrant, nous avons constaté qu'il s'agissait d'un journal intime, presque comme le nôtre. Voilà ce qu'il y a écrit dedans. Cher journal, le 25 novembre 2021. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale à l'hôpital, car 2 maquilleuses viennent changer notre quotidien. Lara et Tara. Elles ont 32 printemps chacune, exactement, car elles sont sœurs jumelles, et on les entend arriver de loin. Oh, ce n'est pas qu'elles fassent trop de bruit sur le carrelage bleu ciel, mais leur façon d'avancer dans le couloir, ou plutôt de le faire chanter, gazouiller, presque pétiller. Il n'y a qu'elles pour le faire comme ça. Mais attention, va pas croire qu'elles font tout exactement pareil, hein. L'une et l'autre n'ont pas la même démarche, le même parfum, pas la même façon de toquer à la porte, ni même de pencher la tête pour dire « Coucou, c'est nous !» Elles n'ont pas non plus le même rire, ni la même façon de vous regarder, mais leurs mains ont exactement la même douceur, la même délicatesse, la même prévenance. Les yeux fermés, c'est encore plus flagrant. Aujourd'hui, elles arrivent à l'hôpital Seynors pour maquiller les enfants malades. Une activité est prévue d'un instant à l'autre, l'arrivée de Phaétan le magicien. Lara va dans la chambre du petit Lucas et lorsqu'elle entre, Elle le voit dans son fauteuil roulant, en train de parler tout seul, à mi-voix, comme s'il avait entamé une discussion de la plus haute importance sur la paix dans le monde, avec le radiateur en dessous de la fenêtre. quand Lucas voit Lara, il commence à avoir peur. Alors elle lui dit « Je ne vais pas te faire de mal, je veux juste te cinémaquiller pour ton activité de tout à l'heure. » Oui, mais j'ai mal à ma peau, moi. Lara effleure la main de Lucas et lui demande s'il a mal. Il lui répond Non, mais je ne veux pas être Mini. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas Mini, c'est promis.
Mais c'est qui alors que tu veux faire? Moi, je vais être l'autre là, en jaune et rouge. Iron Man? Oui. Ok, je vais commencer par préparer le maquillage. Pendant ce temps, tu peux regarder les petites paillettes pour voir si elles te plaisent. Tara commence par mettre le doré et lui demande s'il veut continuer. Il répond Oui, oui. Alors, elle lui met le rouge sur la tête et ça transforme immédiatement sa calvitie due à la chimiothérapie et une incroyable cagoule de super-héros. C'est top Moumoud, dis donc. Qu'elle lui dit pour le faire rigoler. Cette expression super ringarde avec le mot moumoute dedans, qui signifie perruque en argot, ça lui est venu comme ça, sans réfléchir. Mais en réfléchissant un peu, ça lui venait directement de leur père qui en avait une de moumoute. Il était fleuriste et il supportait vraiment pas d'avoir perdu ses cheveux si jeunes. Et puis, il disait qu'être chauve, ça n'allait pas avec la beauté des fleurs. Ses filles, elles rigolaient souvent avec ça, mais c'était pas méchant. Et puis, avant de refermer la parenthèse, il faut savoir que Tara, elle avait autant besoin de se faire rire que de faire rire Lucas à ce moment-là précis, je veux dire. Parce que c'est pas toujours facile quand on a un cœur gros comme le sien, de faire comme si de rien, quand on maquille un petit garçon qui fait de la chimio, plutôt que jouer aux billes dans la cour de récré. Allez, revenons dans la chambre. Au départ, quand Lara avait commencé à maquiller Lucas, il se laissait faire. Mais plus le temps passait, plus il s'impatientait et faisait des bêtises. Alors Lara lui avait dit de se calmer un peu, sinon le maquillage serait raté. Et puis aussi que le rouge sur du jaune, ça fait du vert. Et que ce n'était pas un super martien Hulk ou Shrek qu'il avait demandé, mais Iron Man. Et ça avait marché parce que Lucas n'aimait pas trop Shrek. Voilà, le maquillage est terminé. Tu es très beau. Merci, j'adore. Lara était contente. Elle avait réussi à faire sortir Lucas de sa bulle. Tara, de son côté, venait juste d'entrer dans la chambre d'Arlo pour le maquiller. Et elle le sentit déjà prêt, car il avait aperçu le maquillage de Lucas. Piou piou, Spiderman. Ah, je vois que tu as déjà choisi ton maquillage. Et tu veux quoi comme couleur? Rouge et bleu, mais... Ai peur des araignées, moi. Je ne te ferai pas d'araignée, promis. Et tu peux commencer par te faire les mains, si tu veux. Arlo, concentré sur le bout de ses doigts, avait réussi à se calmer lui aussi. C'était donc plus facile pour faire son visage. Et voilà, c'est fini. J'espère qu'il te plaît. Ah oui, j'adore. Je vais pouvoir lancer plein de toiles. Merci. Tara était super fière de voir cet enfant avec plein de choix sur son visage. Elle avait donc encore réussi sa mission. Vous voulez connaître la suite ? Chapitre 5. C'est maintenant l'heure de l'arrivée du magicien. Il s'appelle Phaeton. Il est visiteur paramédical social et aussi une source de bonheur pour les gens qu'il rencontre. Bonjour monsieur. Nous faisons un reportage radio sur l'hôpital. Serait-il possible de vous suivre un peu ? Oui, pourquoi pas. Mais vous allez attendre devant la porte, car je vais voir le petit Arlo et il pourra avoir peur de vous. Ce jeune ange est atteint d'une maladie terrible, la paraplégie. Et même s'il fait beaucoup de progrès ces derniers temps, son corps a encore bien du mal à se déplacer. Par contre, son humeur et sa conscience, elles vont et viennent comme bon leur semble, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien entendu. Il est 8h05 précise quand Phaeton arrive devant la chambre d'Arlo, la chambre 439. Il toque à la porte et délicatement l'ouvre, pour tomber devant un regard neutre, sans expression ni espoir, dans des yeux vides, tel un trou sans fond. Phaeton nous racontera plus tard. Je m'approche de lui, en comptant mes pas sur le sol. Arlo lève la tête, me laissant un bonjour étouffé, avec une moue boudeuse. Je m'assois et prends l'ourson posé sur la tête du lit. Je lui pose des questions sur le dodo. Il s'approche alors de mon oreille et me chuchote. C'est le mien, il s'appelle Teddy. C'est mon meilleur ami et mon confident. C'est grâce à lui que je vis. J'aurais tant aimé qu'il soit vivant.
Arlo se mit alors à pleurer. Je pris sa lame qui coulait sur sa joue et la déposa sur la tête de l'ourson. Que fais-tu ? Quelque chose de magique. Il se mit alors à rire. Puis on passa quelque temps ensemble à parler de ce qui allait et de ce qui n'allait pas. Je lui appris même quelques tours de magie. Peu après, Arlo bâilla, l'ourson en main. Je sortis doucement et partis me transformer en chat, en sachant que son meilleur ami allait prendre vie ce soir-là. Vous voulez connaître la suite ? Pas la bête, pas la bête. Pas la bête, pas la bête. Pas la bête, pas la bête. Chapitre 6. Quelques semaines plus tard, l'équipe radio est de retour. Elle avance dans le couloir et aperçoit au loin, dans son fauteuil, le petit Arlo, devant sa porte, qui leur fait signe de venir. Et voici ce qu'il nous a raconté. Ça fait 5 mois que je suis à l'hôpital. Au début, j'étais choquée et on ténère. Ça veut dire honteux et énervé en même temps. Et ça peut même s'écrire container, comme un container, rempli de honte, quand on a l'impression qu'on devient une vraie cocotte minute, prête à exploser. Je me repassais en boucle cet après-midi où j'attendais le bus. Un ami à moi m'avait fait signe de le rejoindre dans sa voiture avec sa mère. Je n'avais pas vu cette voiture arriver, à cause de la pluie et de la buée qui se déposent sur mes lunettes quand je respire trop fort. J'ai traversé et... je me suis retrouvée ici. Au début, je ne voulais pas parler, pas manger, pas jouer. Et puis, je me souviens de ce moment magique où vous êtes rentrés dans ma chambre. Vous avez changé toute la situation, comme si cet accident n'était pas grave, comme si le fait que mes jambes ne fonctionnent plus ne m'empêcherait pas de marcher. Avec vos sourires éclatants, débordants de positivité, vous m'avez fait flotter. C'est comme si, dès votre arrivée, l'air avait changé. J'ai eu pour la première fois de ma vie l'impression que je comptais pour quelqu'un. Mon premier mot depuis cet accident, c'est grâce à vous. Alors voilà, agréaposie. Ça veut dire agréable et positif. Vous n'avez pas seulement fait en sorte que j'apprenne à rouler au lieu de marcher. Vous m'avez fait comprendre l'importance de la vie en me parlant de la mort. Alors merci, merci pour tout. Merci à l'ours aussi, car sans lui, je n'aurais jamais écrit ces mots. Durant ces 5 mois, vous m'avez sauvée. Alors voilà, nous sommes le 25 novembre 2021. Et j'ai dessiné sur le mur un grand papillon, rempli de couleurs vives et étincelantes comme vous, afin que je puisse rester à tout jamais dans cet hôpital. Venez voir, il est juste derrière la porte. Waouh! Il est super beau! Pas la bête, pas la bête. Pas la bête, pas la bête. Pas la bête, pas la bête. Chapitre 7. À fleur de peluche. Cher journal, aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2021 et depuis quelques jours, des choses bizarres se passent dans l'hôpital. Il faut que je l'écrive pour y croire. Il y a dans la chambre 439 un ourson nommé Teddy qui respire plutôt bien mais se sent vraiment très mal car il doit dire au revoir d'un jour à l'autre à l'enfant qui occupe la chambre, le petit Arlo. Pourquoi, me diriez-vous? C'est la question que je lui ai posée.
Et voici sa réponse. Je me demande si, en sortant de l'hôpital, j'aurai toujours des pouvoirs. Il faut dire que Teddy parle, qu'il marche, qu'il a froid ou bien trop chaud, mais surtout qu'il ressent une avalanche d'émotions. À fleur de peluche qu'il est celui-là. Ses yeux de verre se sont mis à voir. Et même s'il est un peu myope, il y voit quand même pas mal. Et surtout, ce qui le touche de près. Il est aussi très curieux. Et parfois, lorsqu'Arlo dort profondément, il va voir ailleurs. Se faufilant dans les autres chambres, du haut de ses 30 cm. Il arrive même à entendre le rêve des malades. Et lorsque ce sont des cauchemars abominables, il intervient. Il hypnotise. Il ricauchemarde pour que les mauvais rêves aillent s'échouer plus loin, de l'autre côté de la berge, de l'autre côté de la nuit. Phaeton l'a rendu magique, c'est comme ça, et on ne pourra pas revenir en arrière. Mais sa décision est prise. Au final, il restera pour toujours dans l'hôpital, car il s'y sent bien et veut devenir la mascotte. Tiens, ça ressemble presque au scénario de Novecento Pianiste d'Alexandre Barlico, un livre que Teddy m'a lu en épisode pour m'endormir, et ça a tellement bien marché que je ne me souviens même plus de la fin. Avec un peu de chance, ils l'ont peut-être au CDI. Pas la bête, pas la bête. 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 Chapitre 8. Pied nocturne. Les maquilleuses sont de retour à l'hôpital, car aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Lara et Tara reviennent maquiller, coiffer et faire des soins aux personnes de l'hôpital. Je vois arriver Ellie. Elle a 19 ans. C'est une patiente de l'hôpital depuis 1 mois. Elle occupe la chambre 440, car elle a eu un grave accident de voiture. La voilà en fauteuil roulant, elle aussi. Même aujourd'hui, si difficile de croiser son regard, elle regarde toujours vers le sol, en carrelage bleu ciel. Ses bras tout fragiles ne semblent pas encore prêts à pousser sa nouvelle vie, mais elle s'accroche. Elle sait qu'elle doit s'inventer une autre forme de légèreté. Alors, presque comme toutes les nuits depuis son arrivée, elle s'échappe des griffes de son lit, comme elle peut, se glisse dans son fauteuil, ouvre sa porte et roule jusqu'à l'ascenseur. Elle descend dans un recoin du hall d'accueil. Et je sais exactement ce qu'elle va faire. Elle va jouer du piano, en sourdine, en douce, juste pour la beauté du geste. J'ai l'impression que tout le personnel infirmier l'entend jouer, mais personne ne sait que c'est elle. Personne, sauf moi. Et puis, une nuit, aussi discret qu'un chat, un autre spectateur arriva. Est-ce le hasard qui le poussa? Son instinct? Je ne sais pas. En tout cas, connu pour déambuler tel un fantôme insomniaque dans les couloirs tièdes de l'hôpital, voilà Matteo. Il prend l'ascenseur, avance à pas feutrés vers le hall, et il la reconnaît. Il reste planqué là, dans l'ombre, et reçoit cette musique jusqu'au creux des doigts de pied. Un apaisement profond se met à l'envelopper. Ça lui fait l'effet d'un pansement musical. Le pouls de sa vie se met à battre au ralenti.
Des minutes précieuses passent. Elle semble n'appartenir à aucune horloge. Et puis, subitement, Ellie s'arrête de jouer et reste les yeux dans le vide. Un long silence plane autour d'elle. Mathéo se met alors à tousser pour signifier sa présence, pour ne pas lui faire peur. Il sort de l'ombre, s'approche du piano et lui murmure juste « Merci. Merci Ellie. » Et là, je suis parti sans faire de bruit, car ce moment devait leur appartenir, à eux deux seulement. Trois jours plus tard, Lara va maquiller Ellie, car elle est invitée le soir même par qui vous savez. Elle a envie d'être illicoquette pour le revoir. Lara lui fait un maquillage avec une ombre à paupières marron, des paillettes et un rouge à lèvres bordeaux, car Ellie veut être assortie à sa robe et à son cœur. Dès que Lara eut terminé, Tara prit le relais pour la coiffer. Ellie lui demande des belles tresses africaines. À la fin, elle se trouve belle, comme une princesse à roulettes. En cadeau bonus, Lara et Tara lui offrent une boîte de chocolat pour les fêtes. Elle est ravie et les remercie, les yeux au fond des yeux. Avant de repartir, les jumelles font un petit détour pour revoir Arlo, pour revoir Lucas. Coucou, c'est nous. Pas la bête, pas la bête. 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 Chapitre 9. Cher journal, nous sommes le 22 novembre 2022. Aujourd'hui, accroche-toi, ça va faire mal. Lors de ma balade nocturne, j'ai entendu deux infirmières, Valérie et Romane, parler de leur séjour en Inde. Elles y ont rencontré Marie et Julie, mais aussi Lara et Tara, ainsi que Feitan. Et elles se sont tellement appréciées qu'elles ont décidé de travailler ensemble, pour se faire plaisir, pendant leurs heures de calvaire. Pas étonnant, je m'en doutais bien qu'ils se connaissaient. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que Lara et Tara soient tristement connues en Inde pour être des esthéticiennes aux plantes tueuses. En fait, elles se donnent le droit de vie ou de mort sur les gens qu'elles rencontrent. Quand elles apprécient les gens, elles les maquillent avec des plantes guérisseuses. Si par contre, vous ne faites pas bonne impression, vive la crème à l'arsenic. Et Feitan, c'est le prince de la magie. Il se transforme, fait des tours et disparaît des objets de valeur. Vous y avez cru ? Vous y croyez encore ? En fait voilà, je m'appelle Pascal. Ça vous le savez, Pascal Angoraz. Que mon imagination est débordante et que j'ai plein de voix dans la tête, vous le savez. Que si j'ai écrit ces histoires, c'est pour distraire mon grand-père, vous le savez aussi. Lui qui est si curieux, si rempli de fantaisie, d'humour, de courage et d'appétit des autres. Que ces petits textes que je lui lis au creux de l'oreille, en poussant sa chaise roulante dans les allées du parc, ça lui fait oublier le de son électrocardiogramme, parce que Papy Jack, ça l'énerve grave. Que ça lui rappelle trop le bip, bip, bip de son bus, quand il faisait sa marche arrière. Tout ça, vous le savez, mais si vous avez peut-être oublié, c'est que j'étais à l'hôpital avant Papy, pour me faire guérir moi aussi, et que Feitan, le magicien, il m'a fait du bien. Il m'a aidé à transformer mes problèmes, et en racontant ces morceaux de vie, même pas fort, ma voix haute, pour les autres, ça me fait du bien. Et maintenant voilà, j'ai 15 ans et demi, je suis élève en seconde de bac pro ASSP à Romans, et je me suis basé sur des personnes réelles. Les prénoms Lara et Valérie par exemple sont ceux de mes profs,
qui m'ont inscrit dans cette aventure d'écriture. Le morceau du piano, c'est Nicolas du CDI, et Romane, c'est pour Romans sur Isère. Et puis, j'espère vraiment que vous ne m'en voudrez pas trop pour l'épisode final du 22 novembre, celui de la crème à l'arsenic. En fait, il faut bien que je vous l'avoue, ce jour-là, c'est le lendemain de l'opération importante de Papy Jack. Et on m'avait dit qu'il n'allait peut-être pas survivre. Je me suis senti tout vide, un peu comme un pneu de bus, mais avec un énorme clou dedans. Alors ce chapitre-là, lorsqu'il est arrivé sur le papier, je croyais que ses oreilles, qui ressemblaient vraiment à 2 vieux papillons faits en peau d'éléphant, ne seraient plus jamais là pour les entendre. J'étais tellement triste que même mon stylo semblait empoisonné, comme s'il avait écrit tout ça sans me demander mon avis. Mais ça n'a pas duré, je vous rassure tout de suite. Parce que Papy, figurez-vous qu'il n'est pas le genre d'humain à se laisser faire comme ça. Alors c'est vrai, il est bien affaibli, mais il a survécu à la grosse opération. Et même qu'à nos retrouvailles, on est resté seul à seul, lui et moi. C'est drôle de dire ça, car je me sens jamais vraiment seul à l'intérieur. En tout cas, il m'a fait promettre un truc. Et j'ai promis, alors je vais pas l'oublier de sitôt. Et puis, mamie et les autres aussi me poussent à continuer. J'ai donc réussi à guérir mon stylo, de bas jusqu'en haut. J'ai acheté un tout nouveau carnet, tout grand et tout blanc, comme un banc, avec de la place dessus. Et j'y continue d'arroser les fleurs magiques de mon jardin secret que j'adore partager. Parfois, presque j'ai l'impression, quand je suis dans le bus, que 2 grandes oreilles de papy viennent voltiger par-dessus mon épaule, par-dessus mes mots. Et ça me chatouille. Bon, justement, il y a le bus qui arrive, et j'ai rendez-vous avec papy pour lui raconter la suite. Le titre aujourd'hui c'est Conjugaison. J'espère qu'elle continuera de lui plaire, et à vous aussi, car le combat continue, et rire est une partie du traitement.